Reportage ce vendredi au gymnase Émile Maurice à Nantes. 75 lits y ont été installés dans le cadre du plan Grand Froid. Cette nuit, il était complet. Adrien Godet. Il est 10h, celui qui se fait surnommer Snake doit quitter le gymnase Émile Maurice après une nuit au chaud. Un toit provisoire mais vital alors que les températures extérieures frôlent les moins 5 degrés la nuit. Un lit, un repas chaud et de l'écoute, beaucoup d'écoute. La protection civile sont que des bénévoles, il faut le savoir. Donc honnêtement, ils font un grand boulot, ils font énormément de choses et je pense que si on leur donnait plus de moyens, ils en feraient plus. On a déjà le minimum et le minimum c'était toujours mieux que rien. Et au moins on a un gymnase au chaud. Un café et une douche chaude avant de retrouver la rue avec déjà une urgence, réserver une place pour la nuit suivante. On ne peut pas rester dehors, mais on n'a pas le choix. Donc là, on est obligé de bouger un peu, de faire des programmes, des aides, d'aller par-ci, par-là. Et puis après le soir, on est là. Voilà, s'il y a de la place, c'est toujours. Là, à partir de quand je finis ici, j'appelle encore le 115. C'est l'attente de 115 vraiment qui est très dure. Tu peux attendre même 40 à 45 minutes. Au total, ce sont 85 places supplémentaires qui ont été débloquées à Nantes depuis mardi soir. Un dispositif spécifique au temps froid déjà mis en place à 3 reprises cet hiver. Hier, toutes les personnes qui ont appelé le 115 se sont vues proposer une solution d'hébergement. La réponse est systématique pour les familles, avec une mise à l'abri qui se fait sur de la nuitée hôtelière. Donc on mobilise à la fois le dispositif hôtelier sur Nantes Métropole, mais également sur d'autres villes du département. Le gymnase Émile Maurice pourrait être encore réquisitionné jusqu'au milieu de la semaine prochaine. L'initiative est partie d'un simple message sur Facebook, collecter des couvertures et des vêtements chauds pour les sans-abri à Nantes. Depuis, les dons se multiplient. La distribution sera accompagnée ce week-end d'une soupe des sans-abri grâce à la générosité d'un restaurateur de la place Talensac. C'est un petit projet, j'espère qu'il va encore évoluer. J'aimerais que beaucoup d'autres restaurateurs fassent le même geste que le Palais Baya et qu'on puisse à chaque fois faire une soupe de la spécialité du restaurant et qu'on puisse servir aux personnes démunies et aux sans-abri. La collecte de vêtements se poursuit donc tout le week-end jusqu'à l'heure de la distribution prévue dimanche à partir de 14h face au restaurant du Palais Baya en haut de la place Talensac. Ce dimanche, les Français sont appelés à participer aux primaires citoyennes. Il s'agit de désigner le candidat de la gauche aux élections présidentielles. Cécile Petitdent. Pour avoir le droit de voter, il faut donc être inscrit sur les listes électorales et se munir d'une pièce d'identité. Avant de glisser son bulletin dans l'urne, l'électeur devra signer la charte des valeurs de la gauche et des écologistes et puis payer 1 € par tour de scrutin. Ensuite, où voter ? En Loire-Atlantique, 145 bureaux de vote seront ouverts de 9h à 19h. Pour trouver le vôtre, allez sur le site internet lesprimaires-citoyennes.fr et là, en rentrant votre adresse, vous trouverez le bureau dont vous dépendez. 1000 bénévoles sont mobilisés pour l'occasion. Objectif : éviter les files d'attente trop longues et les dysfonctionnements. Pour qui voter ? Pour l'un des 7 candidats, il y a 6 hommes, une femme. Leur moyenne d'âge est de 52 ans. Si aucun ne dépasse les 50% de suffrages au premier tour, les 2 candidats arrivés en tête seront qualifiés pour le second tour qui se tiendra, selon les mêmes conditions, le dimanche 29 janvier. La Loire-Atlantique traverse un épisode de pollution aux particules fines jusqu'à demain. La baisse des températures entraîne en effet une augmentation des polluants liés au système de chauffage. La préfecture émet des recommandations pour limiter cette pollution. Elle préconise d'éviter de se déplacer en voiture ou de faire des feux de cheminée d'agrément. Le mondial de handball s'est terminé pour Nantes, qui accueillait uniquement les phases de poule, soit 14 rencontres. Un premier bilan positif au lendemain du dernier match. Éric Egon. Plus encore qu'un succès sportif pour l'équipe de France, le mondial de hand à Nantes a été un véritable succès populaire. Durant une semaine, ce sont près de 110 000 spectateurs qui se sont pressés à la halle XXL d'Expo Nantes. Avec 10 500 spectateurs à chacun de ces 4 matchs, l'équipe de France a joué à guichet fermé. Le taux de remplissage de la salle pour les autres rencontres s'élève en moyenne à plus de 70%, une belle surprise. Les retombées, on ne les a pas complètes parce qu'on aura ces chiffres-là, notamment des hôteliers, des restaurateurs un peu plus tard. Mais déjà, ce qu'on pouvait dire avant la compétition, c'est que l'accueil des délégations et des officiels, ça représentait déjà en soi 2000 nuitées.
sur une période assez courte, du 10 au 20 janvier, sur une période de l'année où il n'y a pas forcément beaucoup d'activités. Donc ça, c'est une très bonne chose et il faut y ajouter les spectateurs, notamment les Norvégiens, qui étaient en nombre entre 500 et 1000 sur le territoire. Je pense qu'on a globalement très bien travaillé. Il n'y a pas de point noir, il n'y a pas eu de problème de sécurité, par exemple, qui était un enjeu aussi. 50 000 visiteurs, 40 000 litres de boissons, 18 000 sandwichs vendus. Le village est l'autre réussite de cette semaine handball. Mais ce qui restera en mémoire, c'est avant tout l'ambiance et l'enthousiasme des supporters. Je ne sais pas si c'est le fait que l'XXL est assez bas de plafond, que c'est une caisse de résonance terrible, mais il y avait une ambiance absolument phénoménale, c'est le cas de le dire, dans le hall. Ça a marché tout de suite, quoi. Tout de suite, on a parlé du hall XXL, de Nantes, de ce public incroyable qui, déjà, pour les matchs du H, démontre que c'est un public fabuleux. Et là, ils l'ont démontré x10. Quoi. Prochain événement sportif dans la Halle XXL, du windsurf en fin d'année. L'antibiorésistance existe depuis que les antibiotiques existent, puisque la découverte des antibiotiques et leur utilisation datent des années 30-40, mais d'emblée on a vu des résistances apparaître. Quand Fleming a découvert la pénicilline, dès qu'on a commencé à utiliser la pénicilline à large échelle, on a vu arriver dans les années qui ont suivi des résistances chez les bactéries. Entre les années 40 et les années 2000, on découvrait toujours des nouvelles familles d'antibiotiques. Donc il y avait une course de vitesse entre les bactéries et la recherche qui était en faveur de la recherche. C'est-à-dire on avait de nouvelles familles, de nouvelles molécules. Et en gros, jusqu'aux années 2000, c'était une préoccupation qui n'était pas au premier plan. Et à partir du début des années 2000, là, on a commencé à voir un infléchissement au niveau des découvertes de nouvelles molécules. On n'a plus découvert de nouvelles familles. On a eu une diminution de la découverte de nouvelles molécules. Et là, clairement, les bactéries ont commencé à gagner la course contre les antibiotiques. Et on a vu en plus, avec les phénomènes d'utilisation massive des antibiotiques, des bactéries de plus en plus résistantes, voire résistantes à tous les antibiotiques dont on dispose actuellement. Pour sauver l'efficacité des antibiotiques, il faut les utiliser à bon escient, moins longtemps. Il y a des alternatives, il y en a une qui est bien connue, c'est la vaccination. Mais il y aura probablement d'autres alternatives dans le futur. Le problème, c'est que ces autres alternatives, qu'elles soient synthétiques ou naturelles, on pourrait parler des phages qui sont des virus antibactériens, entre le moment où on les découvre et le moment où on peut les utiliser à large échelle chez l'homme, il se passe 10 à 15 ans, c'est le développement naturel d'un médicament. Et actuellement, la résistance galope, ça va très vite. Et le seul moyen qu'on ait trouvé pour ralentir cette résistance actuellement, c'est d'utiliser moins d'antibiotiques, en attendant d'éventuelles innovations. Si les choses évoluaient à la vitesse où ça évolue actuellement, d'ici 2050, la résistance aux antibiotiques pourrait faire plus de morts que le cancer.